Les chats et les chiens, et si ça aussi c'était un vrai problème en matière d'écologie et de biodiversité, et s'il était temps, grand temps chez nous de limiter leurs mouvements et de freiner leur prolifération pour protéger la nature et la vie, surtout de nos amis les autres bêtes, comme les oiseaux en premier lieu, comme le fait l'Australie, comme on commence à le faire en Allemagne et en Pologne notamment. Alors je vois tous, oulala, vous crispez derrière vos écrans, pas mon chat, bas les pattes, pas mon chien, ou que ce sujet est sensible. Parce que oui, il n'y a rien de plus émotionnel qu'un animal domestique, rien de plus présent d'ailleurs, on dirait dans les foyers suisses, la Suisse qui compte aujourd'hui plus de chats que d'enfants, mais avec quel impact et pourquoi d'ailleurs? Qu'est-ce que ça dit de nous, ce rapport à ces animaux qu'on fabrique après tout artificiellement pour notre bon plaisir? Eh bien on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous en 2023 sur les Monts Bleus. Bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table. Je commencerai par les hommes, c'est pas très galant, mais vous me pardonnerez. Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir et bonne année. Bonne année. Ainsi qu'à vous toutes et tous, je ne sais pas. D'ailleurs, on ne sait plus s'il faut se la souhaiter, ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, merci infiniment de nous avoir rejoints de Paris. Alain Bougrain-Dubourg, vous êtes la figure tutélaire de la défense des animaux en France, après Brigitte Bardot, peut-être votre ancienne compagne, tout à la fois sur le terrain. Vous présidez la lutte pour la Ligue pour la protection des oiseaux. On vous doit entre autres l'interdiction de la chasse à la glu, finalement abandonnée en France en 2021. Vous êtes aussi journaliste, producteur et réalisateur de télévision et de radio. Vous aviez notamment co-animé au début des années 2010 sur France Inter, Vivre avec les bêtes. Alors évidemment, je la cite, cette émission-là, parce qu'elle a été lancée par Philippe Val, qui était alors directeur de la chaîne France Inter. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, ravi de vous retrouver. Et moi aussi. Et tous mes vœux. Et tous nos voeux à tous, c'est ce qu'on se souhaite de mieux. Et le Philippe Val amoureux des animaux, ça vous a étonné à l'époque, Alain Bougrain-Dubourg? Oui, parce que Philippe a un engagement, on n'en a jamais parlé, mais entier, complet. Et Dieu sait si c'est un homme de conviction, de détermination, s'il porte des combats, il ne rougit pas de porter le combat du respect de l'animal. Et quand il m'a fait venir auprès d'Élisabeth de Fontenay, que je ne connaissais que de réputation, ça a été... Grande philosophe, spécialiste de la cause animale. Oui, qui a un parcours, elle aussi, dans la condition humaine, j'ai envie de dire, qui ne l'empêche pas d'être attentive à la condition animale. Pour moi, c'était un grand bonheur, un moment de complicité partagé avec les auditeurs. Voilà, je crois que ça marchait. L'émission marchait très bien. C'était un bonheur de la faire. Et votre actualité aujourd'hui, c'est ce dictionnaire amoureux des oiseaux que vous publiez chez Plomb, un ouvrage remarquable dans lequel on retrouve toutes sortes de voltailles d'ailleurs, y compris les plus huppés comme Belmondo, Jacques Perrin. Il figure même une petite interview exclusive de Brigitte Bardot, justement. Simone de Montmelin, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment d'être parmi nous aussi. Alors vous, Simone de Montmelin, vous êtes conseillère nationale, députée pour nos amis français, PLR, l'équivalent de Les Républicains. J'en ai fini pour mes traductions, genevoise et en campagne, puisque cette année 2023, c'est la grande année des fédérales, celle durant laquelle on peut tout demander presque aux politiques, y compris d'aider la planète, peut-être. À voir. Et vous siégez dans la commission de la science et de l'éducation, comme vous, Valentine Piton, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Également conseillère nationale vaudoise, vous, du parti Les Verts et Vertes, en campagne aussi pour votre réélection. Et alors évidemment, la nature, c'est votre core business. Est-ce qu'il faut commencer sérieusement à se préoccuper de l'impact négatif des chiens et des chats sur la nature, en particulier sur la biodiversité, Valentine Piton? Il faut surtout se préoccuper sérieusement des 5 principales causes de l'érosion de la biodiversité. Le réchauffement climatique, bien sûr, la dégradation des milieux naturels, déforestation, urbanisation, dont fait partie d'ailleurs l'élevage intensif. On déforeste pour de l'élevage intensif. La pollution chimique, les pesticides de synthèse, les microplastiques, les déchets nucléaires, tout ceci agit sur la biodiversité.
biodiversité. Et puis enfin, les espèces invasives. Et c'est là qu'on peut se poser la question dans quelle mesure certains animaux introduits artificiellement, y compris des animaux domestiques, peuvent venir s'inscrire dans cette cause-là d'érosion de la biodiversité. Mais très clairement, alors la Pologne, l'année passée, officiellement a inscrit le chat, justement le chat domestique, comme une espèce invasive. Le monde scientifique est plus ou moins divisé sur ce qu'il faut faire, mais plus ou moins d'accord quand même sur le fait que ça fait partie justement des espèces invasives. Alors on parle de la Pologne, on peut parler de l'Australie aussi, et ce qu'on constate, c'est qu'il s'agit de deux pays avec des leaders, tant du monde économique que politique, extrêmement climato-sceptiques. C'est le cas, ça a été longtemps le cas en Australie. On a un gouvernement climato-sceptique pendant 15 ans. On n'a eu aucune mesure pour lutter contre le réchauffement climatique. La question des espèces envahissantes, en fait, sont propres à ce continent-pays. Et puis, la première cause de l'effondrement des écosystèmes avant que se déclenchent les gigantesques incendies liés au réchauffement climatique, la première cause, c'était le surpâturage, parce qu'on mettait beaucoup trop d'animaux, de rentes, qui mangeaient beaucoup trop. Et donc, dans ce contexte-là, effectivement, viennent ensuite les chats, mais qui, du coup, sont plutôt utilisés un peu comme bouc émissaire par ceux qui, justement, ne veulent pas remettre en question toutes ces grandes causes qui sont liées à nos modes de vie et à notre économie ultra-productiviste et surconsommatrice. Alors, le chat qui est un prédateur, le chien qui pollue aussi. Certaines études comparent justement le bilan CO2 d'un chien à un chien de taille moyenne à un SUV. Justement, Simone de Montmelin, même question qu'à Valentine Piton, est-ce qu'il n'est pas temps en Suisse de réintroduire certaines réglementations, d'introduire tout court certaines réglementations? D'ailleurs, il y a quelques années, la SPA de Zurich demandait même la limitation des chats à un chat par foyer, donc ce n'est pas quelque chose de tout à fait neuf, mais pour l'instant, il y a strictement rien. Mais déjà, je vous remercie d'aborder ce thème, puisque c'est vrai que c'est une thématique dont on n'entend pas beaucoup parler. On parle beaucoup de biodiversité, on parle beaucoup de toutes les causes et tous les impacts que nos habitudes ont sur l'environnement, mais on ne parle pas de certaines d'entre elles, parce qu'elles renvoient peut-être à un imaginaire ou à d'autres besoins qui nous occultent cette nécessité de voir aussi les choses sous un spectre un petit peu plus large. Alors effectivement, c'est une thématique qui est importante. En Suisse, il y a environ 2 millions de chats, c'est 60% environ qui sont à l'extérieur, et donc c'est, si on compte 25 proies par année, grosso modo 38 millions de proies dans la nature qui sont le résultat de notre bon vouloir, c'est-à-dire d'un chat qu'on a à la maison. Mais cela dit, c'est un phénomène qui va avec l'évolution de nos sociétés, comme d'autres habitudes sont aussi la résultante de l'évolution de nos sociétés. Et moi, j'adore les animaux. J'ai eu des chats étant enfant. J'habitais à la campagne, proche d'une ferme, où les animaux avaient un rôle. Les chiens, les chats, ils protégeaient, ils chassaient les souris, ils limitaient l'accès aux fermes qui étaient souvent ouvertes. Ils avaient une fonction. Aujourd'hui, le contexte a considérablement changé. Et je pense que c'est tout à fait légitime qu'on s'attelle également à cette question, parce que lorsqu'on parle des grands enjeux de la planète, lorsqu'on parle réchauffement climatique, lorsqu'on parle pression sur la biodiversité, alors il n'est pas légitime de prendre des mesures dans certains domaines et pas dans d'autres. On doit pouvoir être sans tabou et aborder l'ensemble des questions qui concernent nos habitudes. Moi, je ne suis pas partisane d'une législation trop lourde, je ne suis pas partisane des interdictions. Libérale quand même. Mais je suis d'une obédience, je dirais, libérale dans sa tradition humaniste, et qui dit qu'on ne hiérarchise pas les causes, mais on les articule les unes avec les autres. Et donc on recherche l'équilibre entre finalement nos impératifs, nos besoins, nos égoïsmes aussi de temps en temps, mais en fond, la meilleure manière de pouvoir les articuler, c'est déjà d'en prendre conscience. Et donc je vous remercie d'avoir trouvé finalement à placer cette thématique également dans la réflexion qui doit nous occuper sur l'ensemble des problématiques liées à nos habitudes. On sait aujourd'hui qu'elles ont un impact, on a pris conscience que nos habitudes de vie et de consommation ont un impact sur l'environnement.
Et donc, il s'agit de les étudier toutes. Alors, on viendra sur ce qu'on peut faire ou pas faire, mais Alain Bougrain-Dubourg, justement, c'est vrai que les chats sont un prédateur énorme. Vous en parlez d'ailleurs dans votre livre. En Suisse, on estime, parce c'est des extrapolations, à peu près 6 millions d'oiseaux par année. En raison de leur nombre, qui est croissant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'effectivement, Gros Minet mange beaucoup trop de titis. D'abord, c'est bien, effectivement, je partage le point de vue de nous tous autour de cette table, d'aborder la question, parce qu'en général, on la met un peu sous le tapis, ça dérange. Il y a 4 types de chats. Il y a le chat sauvage, autrement dit chat sylvestre, qui est une espèce à part entière. Les autres chats sont des races. Et il y a le chat domestique qui vit donc dans les maisons. Il y a le chat errant qui a abandonné les maisons, qui est souvent entretenu par des associations ou des braves gens qui viennent lui donner à manger, qui souvent du reste capturent ces chats, les stérilisent et les remettent en situation jusqu'à ce que la population se réduise. Et puis il y a ce qu'on appelle les chats arrêts, qui sont des chats domestiques qui sont vraiment retournés à l'état sauvage. Et on voit dans les comportements une capacité de prédation nettement supérieure chez les chats arrêts que chez les chats domestiques. Alors, les chiffres, on se calme un peu sur les chiffres, parce que c'est absolument pas documenté. Il y a eu quelques études. Il y a eu des études de nature. Oui, mais ce qui est vrai en Australie n'est pas forcément en Suisse, ni même en Bretagne ou ailleurs. Et on a extrapolé les chiffres américains, australiens, et on fait une purée avec tout ça. Alors, dire qu'il y a de la prédation, évidemment, et on constate, si on affine un peu, si on rentre dans le dossier, que parmi les chats domestiques, tous les chats domestiques ne sont pas chasseurs. Il y a des chats domestiques qui en ont rien à foutre. Et par ailleurs, il y en a qui, quoi qu'on fasse, même si on les nourrit correctement, ont conservé le goût de la chasse. Et on voit qu'effectivement, il y a une prédation supérieure chez les chats arrêts, donc redevenus sauvages. On évalue à 25 oiseaux minimum, contre 8 pour un chat domestique. Et partant de là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense que nous, on a travaillé à la Ligue pour la protection des oiseaux sur cette question, et on s'est entouré de notre conseil scientifique, des gens du muséum et autres. Je pense qu'il faut inviter à limiter les populations de chats errants et de chats arrêts, pour leur bonheur, tout simplement. Parce que ces petites populations de chats, laissées à elles-mêmes, souffrent. Souvent, il y a de la gale, il y a des conflits entre les animaux, il manque de nourriture. Et plus on peut les capturer, du reste, la loi française invite maintenant les municipalités à le faire, pour les stériliser et les remettre dans la nature, mieux c'est. Les populations se réduisent. Je vous raconte une anecdote avec Brigitte Bardot, dont on parlait. Il y avait, à côté de la Madrague, dans la baie des Canoubiers, des petits chats dans la maison de Colette. Colette adorait les animaux et elle avait des chats. Alors on dit que ce sont les héritiers de Colette, je ne suis pas sûr. Mais enfin, ils étaient là. Et Brigitte allait les nourrir. Chaque fois qu'on rentrait de Saint-Tropez et tout, elle marchait même pieds nus, je me souviens, et les chats l'entendaient. Elle avait à peine besoin de les appeler, ils savaient qu'elle était là, et elle leur donnait à manger. Et quand je suis repassé, je lui ai dit, j'ai pas vu les petits chats de Colette. Et elle m'a dit, il n'y en a plus. En fait, elle les a fait capturer les uns après les autres pour les stériliser, les remettre sur le site, et peu à peu, la population s'est éteinte. Je crois que c'est de cette manière qu'on peut agir. Sinon, comme vous le disiez en parlant de biodiversité, je suis désolé, mais la première cause de disparition des oiseaux, c'est l'agriculture intensive avec son cortège chimique qui fait qu'on n'a plus d'insectes, donc plus d'insectivores qui sont dépendants, etc. Enfin, ça, on peut en reparler. Et le fait qu'il n'y ait plus de bosquets et plus de délimitation, que les oiseaux ne peuvent pas nicher, etc. C'est un désert vert, ce qu'on est en train de fabriquer. Et là, il y a une perte des populations d'oiseaux effrayante. Et du reste, vous m'arrêtez. Hein, non. Bon, l'oiseau a ceci d'intéressant. Vous n'avez pas l'habitude de ne pas être arrêté. Que c'est un indicateur de l'état de la biodiversité. Là où il est en nombre, c'est
tout le cortège du vivant, les petits batraciens, les mammifères, les insectes, qui sont présents, c'est avéré. Là où il disparaît, c'est la biodiversité qui s'estompe. Et où disparaît l'oiseau ? Eh bien, il disparaît l'oiseau dans les campagnes. Actuellement, on a perdu plus de 30% des populations d'oiseaux inféodés au milieu agricole, pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc ça, c'est la première préoccupation. Je suis désolé, les chats posent un problème, et j'en termine, singulièrement dans toutes les zones endémiques. C'est-à-dire que quand vous avez des îles avec des espèces qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, et pour la France, 80% de notre biodiversité est présente dans les Outre-mer, et on a vu que, peu à peu, volontairement ou non, on a lâché des rats, on a lâché des chats, on a lâché des chèvres, des cochons, et là, ça a été l'effondrement des populations d'oiseaux endémiques. Et là, c'est dramatique. Il faut immédiatement arrêter tout ça. Je suis en train de préparer une expédition à Clipperton. Mais même en Allemagne, l'année passée, justement, la ville de Walldorf, près d'Heidelberg, a confiné les chats pendant plusieurs mois, justement pour protéger une espèce endémique. Et c'est une ville, c'est pas la campagne, et c'est les chats domestiques. Et donc ça commence à se faire. Et justement, Philippe, est-ce qu'il n'y a pas un tabou, comme le disait Simone de Montmalin, est-ce qu'il n'y a pas un tabou autour des animaux domestiques ? Oui, mais en fait, les animaux, je dirais qu'il y a deux sortes d'animaux domestiques. Il y en a qui sont bien traités, d'autres qui sont mal traités. Et quand les animaux domestiques sont bien traités, c'est-à-dire qu'ils sont stérilisés, qui sont bien nourris, moi j'ai 3 chats, j'ai une maison en pleine nature, si dans un été ils rapportent une sauterelle, c'est vraiment le maximum. Hein. Ils préfèrent attraper des croquettes, c'est plus facile. Moi j'ai des chats et ils rapportent des écureuils. Oui, moi j'ai des écureuils, mais ils ne rapportent pas d'écureuils. Et c'est une vraie boucherie, je peux vous dire. Je ne pense pas que ça soit un problème majeur quand les animaux sont traités comme il faut, c'est-à-dire pour éviter une prolifération aberrante, etc. C'est pas un problème, ça se limite facilement. De même qu'il faudrait le faire, et là je vais faire un truc scandaleux, parce que c'est scandaleux, mais la démographie humaine elle-même se régule par des moyens qu'on connaît et les femmes ont dû se battre pour les obtenir légalement par la loi, etc. Et on a des gens qui sont des naturalistes intégristes, qui disent « Oh, stériliser les animaux !» Non. Quand c'est des animaux domestiques, ils doivent aussi, on doit appliquer pour eux les règles pour éviter les démographies galopantes. Je voudrais juste raconter une histoire, parce qu'il y a eu beaucoup de maoïstes dans les milieux politiques à la grande époque, 70, etc. Il y en a qui sont encore très légitimes. Et pendant la révolution culturelle, Mao, qui était donc un génie, comme chacun sait, avait trouvé, peut-être au réveil ou en dormant, que les oiseaux bouffaient les arbres fruitiers et bouffaient les céréales, etc. Donc, il fallait supprimer les oiseaux qui étaient préjudiciables aux récoltes. Et il a fait sortir, parce que les gens, les paysans, avec des casseroles et des machins, pour empêcher les oiseaux de se poser, donc les oiseaux se fatiguaient en l'air et tombaient morts. Et donc, pendant 1 an, on a empêché les oiseaux de vivre et ils sont tombés, ils sont morts. Et l'année suivante, donc, les récoltes ont été dévorées par la vermine et il y a eu des millions de morts de famine en Chine. Des millions de morts qui s'ajoutent à ceux de la révolution culturelle, c'est-à-dire de la 60 millions à peu près. Donc, quand on commence à toucher de façon folle aux équilibres de symbiose dans la nature, on s'attaque à quelque chose. Enfin, il ne faut pas que ce soit des dictateurs idéologiques. Il faut toujours que ce soit des gens sensibles, sceptiques, prudents, respectueux. Mais la prudence, justement, Valentine Pitre, est-ce que ça ne conduirait pas aujourd'hui à limiter un peu le nombre ? Parce que c'est le problème, c'est le c'est-à-dire qu'on a de l'agriculture, on a de la pollution, et en plus on introduit un prédateur qui est redoutable comme le chat. Tout à fait d'accord. Il faut parler de tout, c'est vrai, mais il faut aussi hiérarchiser un petit peu les choses parce qu'il y a des priorités si on veut éviter l'effondrement des écosystèmes. Et donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit avant, mais on ne l'oublie pas, ce n'est pas la priorité. Ceci dit, c'est un problème réel, qui d'ailleurs, dans le contexte d'érosion de la biodiversité, d'industrialisation de l'agriculture,
et d'urbanisation, c'est aussi concentré et accentué. Pourquoi? Parce que les villes sont devenues un refuge de biodiversité, parce que les campagnes sont trop hospitalières, parce qu'on a enlevé toutes les haies, effectivement, il y a les pesticides, etc. Et puis dans les villes, avec la concentration de la population, on a aussi plus de chats, et si ces chats sortent, effectivement, ils peuvent représenter du coup un danger sur cette faune réfugiés finalement en ville. Ça sortent plus dans les villes. Oui. Mais justement, dans les villes, combien de chats sortent? Si vous me permettez de revenir sur les chiffres, parce qu'ils sont quand même intéressants. Donc en Suisse, on estime effectivement à 1,8 million le nombre de chats du pays. On peut considérer qu'un chat vit en moyenne 10 ans. Sur donc, moins de 2 millions d'animaux sur 10 ans, la plus grande partie sont ceux maintenant qui vivent en ville, qui sont des chats d'appartement qui ne sortent plus. Pardon, je vous arrête tout de suite, mais Waldorf, la ville justement en Allemagne qui a confiné l'année passée les chats, c'est une ville et il y a eu un tel tollé qu'on peut imaginer que la plupart de ces chats étaient dehors. Il suffit qu'il y ait un petit pourcentage de mètres dont les chats sortent, ça suffit pour faire un tollé, parce que sur une grande ville, ça vous fera quand même potentiellement 5000 personnes qui ne sont pas contentes parce que leur chat a l'habitude de sortir et qui ne peut plus sortir. Ceci dit, si on prend en compte aussi la question du bien-être animal, n'oublions pas qu'en Suisse, on a eu tout un débat, on a eu des votations qui visaient à offrir aux animaux de rente des conditions de vie propres au respect de leur dignité. Donc, pour un poulet, il s'agit de pouvoir être dehors, dans un sol naturel, le gratter, aller picorer directement les petits vers de terre, etc. Et donc là, on est en train de dire que des animaux domestiques, eux, alors par contre, ils n'auraient plus même accès à l'extérieur. Donc là, il y a quelque chose de quand même assez contradictoire. Pour en revenir aux chiffres, je voudrais quand même dire, on a 1,8 million de chats sur une moyenne de 10 ans, si on compte à peu près en moyenne 10 ans d'espérance de vie pour un chat, s'il est bien traité, bien soigné, etc. Et en parallèle, nous avons, sur 10 ans, 6 millions de bœufs, bovins et veaux, 250 millions de porcs et 760 millions, près d'1 milliard de volailles, en particulier poulets de chair, sur 10 ans. Parce qu'il y a le tournus, les poulets c'est 3 fois par an, les veaux c'est 2 fois par an, etc., etc. Vous voyez la quantité. Tous ces animaux-là de rente sont tous des animaux quelque part domestiques. Et c'est ça la chose qui est très inquiétante, c'est que la proportion d'animaux, et c'est cela aussi où l'animal menace, c'est que la proportion d'animaux domestiques, si on compte les animaux de rente, c'est 97%. Voilà, c'est où je voulais en arriver. Sur la planète. C'est où je voulais en arriver. En ce qui concerne les mammifères, on a à l'échelle de la planète maintenant 96% des mammifères, c'est l'Homo sapiens et les animaux de rente. On voit dans quelle proportion, et ensuite les animaux domestiques. Mais il reste 3% d'animaux sauvages actuellement. Donc de l'écureuil à la baleine, au niveau des mammifères. J'ai bien précisé au niveau des mammifères. Donc vous voyez que... Et donc du coup, on arrive pratiquement au milliard d'animaux de rente sur 10 ans, par rapport aux animaux domestiques, chats et chiens, dont il faut parler aussi. Ce n'est pas qu'ils n'existent pas. Non, il faut effectivement prendre en compte le tout. Mais je pense que c'est quand même important de recadrer par rapport aux proportions, parce que tous ces animaux de rente, eh bien, il faut évidemment les nourrir, parce que nous, on s'en nourrit, mais ça veut dire qu'il faut importer aussi du fourrage. Le poulet, par exemple, c'est 75% de l'alimentation des poulets de chair, c'est des tourteaux de soja importés. Le deuxième pays exportateur de ces tourteaux de soja, c'est le Brésil, et il y a la déforestation, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il faut prendre en compte tout ceci. Donc, effectivement, quand on a un animal domestique, il faut être responsable, il faut le faire stériliser, il ne faut pas le laisser sortir peut-être n'importe comment, mais disons que les choix d'alimentation vont avoir un impact potentiellement 10, 15, 20 fois plus important pour protéger la biodiversité si on mange bio, si on mange 3 fois moins de viande par semaine. Je vais laisser Simone de Montmelin justement répondre à ça, parce que vous êtes la grande défenderesse.
Oui, alors écoutez, de on ne va pas l'agriculture. refaire le débat Non, sur sur l'agriculture intensive, on vient de voter. etc. Donc on pourra quand même mettre en perspective déjà le fait que si effectivement il ne faut pas reprendre les chiffres australiens ou polonais en Suisse, on pourra quand même dire qu'en Suisse, la population de rapaces augmente depuis un certain nombre d'années et c'est extrêmement réjouissant. C'est dû au fait de toutes les conditions cadres qui ont été mises en place précisément pour... Mais quelles conditions cadres, justement, on pourrait mettre maintenant par rapport aux animaux domestiques, en l'occurrence, puisque c'est un peu au cœur de notre... Pour remettre dans la perspective, c'est vrai qu'il ne faut pas hiérarchiser les causes, de mon point de vue, parce qu'elles ont toutes une réalité. Mais il faut quand même se dire que le chat, c'est quand même dans notre civilisation, ça a toujours été un compagnon qui nous a apporté toutes sortes de bonheur, mais certainement pas la nourriture qu'on a besoin tous les jours, à l'inverse de l'agriculture qui est là pour nourrir. Donc si on devait faire une hiérarchisation, il faut savoir quel angle de hiérarchie on souhaite porter comme priorité. Maintenant, oui, ça a été dit... Il y a des bonnes pratiques, il y a un comportement responsable du détenteur d'animal, quel qu'il soit, dont on attend qu'il fasse les bons choix. Et probablement que ça, c'est un sujet qui n'est pas tellement débattu, qu'on ne voit pas beaucoup en dehors des associations de protection des oiseaux qui recommandent un certain nombre de bonnes pratiques. Ne laissez pas sortir votre chat la nuit, protégez les troncs, mettez des nichoirs, mettez-leur une clochette, stérilisée, etc. Une collerette. Ce sont ces bonnes pratiques qui doivent pouvoir prévaloir. Une information, une sensibilisation de la prévention avant de la législation, je pense. On a vu, et je suis bien passée pour en parler, en agriculture, dans le domaine de l'élevage, les contraintes successives, multiples, les injonctions, les interdictions qu'on impose aux éleveurs, ne font pas toujours le résultat qu'on espère, d'une part, et d'autre part, ça contribue à une forme de démobilisation, parce que dès le moment où on vous met un cadre restrictif tel que finalement, quelle est la part d'implication individuelle dans la compréhension des besoins de l'animal qu'on détient. Et là, je pense que, alors vraiment, la prévention, l'information sont les clés pour que chacun, tout un chacun, soit conscient, finalement, de ce qu'on doit être comme propriétaire responsable d'un animal domestique. Et j'ajouterais qu'électoralement, c'est très, 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 très chaud, effectivement, de s'attaquer aux animaux domestiques. On a vu il y a quelques années avec la taxe sur les chiens à quel point c'était sensible et à quel point c'était irruptif. Oui. Et donc, ouais, ça questionne notre rapport aux bêtes, dont on va parler dans quelques instants, mais c'est le moment de faire une courte pause. À très vite. Le point de retour, est-il temps de limiter un peu les animaux domestiques pour faire plus de place à la vraie nature? On continue d'en parler. Et pourquoi certains animaux, mais pas tous, nous rendent à ce point gâteux? Alors on va écouter un pépère à chien, la chanson que vous y consacriez, Philippe Ball, il y a très nombreuses années, à votre chien justement. On vous écoute. C'est mon fidèle compagnon, il mériterait 100 chansons. Je ne vais pas attendre sa mort pour lui dédier quelques accords. Mon chien, mon toutou, mon ami, c'est lui qui couche sur mon lit. Quand je ne partage pas ma couche avec des créatures louches, il fera sans doute partie de mon groupe si je n'emmène que 2 êtres avec moi sur l'île déserte. On me dit, tu élèves un chien quand la France n'a plus d'enfants. Et à l'âge qui est le tien, faut se reproduire, c'est important. Mais quand je pense qu'il peut se faire que mon enfant soit Saint-Cyrien, flic ou ministre ou militaire, je serre la patte de mon chien, il fera... Ça, c'est bien du Philippe Ball quand même. Oui, mais je me demande si c'est moi qui chante. Ah bah. Je suis pas sûr. Je pense que c'est un interprète. C'est un interprète. Je suis pas sûr que ça soit moi, ouais. On va faire une enquête. C'est pas mon jeu de guitare en tous les cas, c'est sûr. C'est quelqu'un d'autre qui joue. Mais le texte... Enfin, tu revendiques le texte. Le texte et la musique sont de moi, ouais. Alors, depuis, vous êtes reproduit un peu, hein, quand même. mais qu'est-ce que ça dit de nous, justement, cet animal domestique, le chat, le chien en l'occurrence? Vous êtes passé au chat depuis aussi. Cet animal doudou, qu'est-ce que ça dit de notre rapport aux animaux
pas Alors, n'importe je quoi. pense que c'est... Enfin, j'ai pas la science infuse là-dessus, mais la compagnie d'un animal, du plus loin qu'on recherche, jusque dans la paléontologie, on retrouve ce compagnonnage. Moi, je pense que Darwin dit quelque chose de très important, qui va être très, très scandaleux, à tel point d'ailleurs qu'il va mettre 10 ans avant de publier ses recherches, parce qu'il sait que ça va poser un énorme problème politique, social, enfin tout point de vue. C'est Freud d'ailleurs derrière qui va prendre en charge une partie de ces problèmes en inventant la psychanalyse. C'est que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'entre l'homme et l'animal, il n'y a pas de rupture. C'est-à-dire qu'il y a une continuité. Jusqu'à Darwin, on pensait les religions, c'est-à-dire ceux qui pensaient l'homme et l'animal. François d'Assise à part, dans la religion chrétienne, qui est une exception, qui d'ailleurs n'a pas été suivie, puisqu'il disait les frères et sœurs des animaux, ce qui est vraiment pas du tout dans le christianisme normalement, puisque l'homme est à part, il est créé par Dieu dans des conditions très particulières. Et Darwin dit non, je suis désolé, il y a une continuité entre l'homme. L'homme est un animal. Comme dirait Elisabeth de Fontenay, dont on parlait tout à l'heure, l'homme n'est pas une bête, mais l'homme est un animal. Et donc, il y a une fraternité qu'on a toujours entretenue, que certaines personnes ont entretenue avec l'animal, et cette fraternité a un effet. Nous partageons avec l'animal quelque chose que l'animal ne connaît pas dans la nature, dans la vie sauvage. Parce que, au fond, cette relation animale, elle est naturelle, elle n'est pas artificielle. D'ailleurs, au fond, le mot artifice est un mot bizarre, puisqu'il n'y a pas d'artifice en réalité. Il n'y a que la nature. Si la nature, c'est la totalité de ce qui existe, l'artifice, c'est une imagination humaine. Mais il n'y a rien d'artificiel. La matière plastique, c'est de la nature aussi. Bon. Et donc, dans cette relation entre l'homme et l'animal, il se produit quelque chose d'extrêmement culturel, puisqu'un animal, dans la nature, il n'a pas de liberté. De même que l'animal humain, dans l'état de nature, n'a pas de liberté. À chaque seconde, il est pris par la survie, par le rut et la chasse, la reproduction, etc. Donc, il n'a pas de vie, de vie libre. La liberté, c'est quand on n'est pas pris par des exigences de chaque seconde. Et grâce à sa relation avec l'homme, l'animal lui connaît, lui aussi, des moments de liberté. Il continue à jouer, il a des attaches avec une autre espèce, ce qui est très rare dans la nature. Par contre, dans la vie sauvage, c'est très rare qu'il y ait des amitiés entre espèces. Konrad Lorenz a très bien parlé de ça d'ailleurs. Et là, tout d'un coup, il y a une incroyable affection entre espèces, avec des espèces très éloignées, parce que les félins et les humains sont des espèces très éloignées, et il y a des langages qui s'élaborent entre l'homme et l'animal, et il y a quelque chose de la civilisation, et peut-être de ce qu'il y a de meilleur dans la civilisation, de plus basique en tous les cas, qui passe dans l'animal, que l'homme transmet à l'animal. Et il y a quelque chose de très bouleversant, et qu'il faut cultiver, c'est une très bonne chose, puisque nous sommes de toute façon solidaires de l'animal. Je pense que si nous traitons mal l'animal, délibérément, ça veut dire que nous traitons mal, entre guillemets, nos frères. Kundera dit qu'une société se juge à la façon dont elle traite les plus faibles, et les plus faibles, ce sont les sans-droits, c'est-à-dire les animaux. Nous devons absolument, pour dire quelque chose de bien de nous-mêmes, nous devons bien traiter l'animal. Nous devons faire en sorte qu'il ne souffre pas. Et nous ne devons pas nous réjouir de sa souffrance, et nous devons même, et si possible, lui éviter la souffrance. Et c'est à ce prix-là que l'on fait des sociétés humaines habitables et respectueuses les uns des autres. Mais justement, on n'a pas du tout le même regard sur tous les animaux, Alain Bourgain-Dubourg. Il y a même parmi les animaux domestiques, on ne traite pas une poule comme on traite un chat ou un chien. On n'a pas du tout ce même rapport sur le plan... Alors, les choses évoluent, et je rejoins ce que disait Philippe pour des raisons religieuses, culturelles. On a globalement creusé, en tout cas notre civilisation occidentale, un fossé entre l'homme et l'animal. Pas Darwin, mais Descartes nous y conduit évidemment très clairement, l'animal-machine. Je te coupe, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, Descartes, qui avait une pensée complexe, regretterait la façon dont il a été interprété. Sûrement. Je crois du reste qu'il y a eu des doutes. Il y a des doutes voilà. sur cette... L'animal-machine, c'est l'animal fonctionnel qui nous rapporte. Qui n'a pas de sentiment d'une certaine manière. Mais c'est intéressant parce que globalement,
on a toujours creusé un fossé entre l'homme sur un piédestal et le reste du vivant. Et pour justifier cette grande différence, on a considéré que l'animal n'avait pas inventé l'outil, c'était l'homme. Et puis l'évolution de l'éthologie, l'étude du comportement animal avec Konrad Lorenz, dont on parlait, prix Nobel dans les années 70, nous montre que, mais non, mais l'animal a inventé l'outil bien avant l'homme. Le chimpanzé va choisir des branches, va les découper, le corbeau et bien d'autres, le percnoptère, la loutre de mer, etc. Bon, alors ça, ah bah tiens, ouais, bon, bah d'accord, mais par exemple, l'animal ne fait l'amour que pour se reproduire. Il copule, il ne fait pas l'amour. Ah ben non, on voit les bonobos. Toute la société repose sur une forme de sexualité débridée. Bon, mais il y a du plaisir. On voit les dauphins flippers, sympas, gentils. Ben attends, c'est terrible. La sexualité des dauphins, j'ose pas la décrire. Bon, et donc, il y a une sexualité animale pour le plaisir. Ah bon, bah d'accord, l'outil, la sexualité. Et plus on avance dans l'éclairage sur le comportement animalier, plus on remplit le fossé qui était creusé. Alors ça ne nous arrange pas beaucoup, mais ça nous invite aujourd'hui à avoir plus de compassion et à reconnaître notre proximité avec nos voisins de planète, somme toute, pas si différents. Mais est-ce que ça ne nous aveugle pas, justement, le fait d'être à ce point-là dans un rapport amoureux à certaines bêtes, le chien et le chat, ne nous empêche pas justement de voir et d'avoir un peu de distance et la juste distance qui nous permettrait de bien regarder les autres bêtes? Je crois que ça bouge, en tout cas. Les anglo-saxons sont, par exemple, extrêmement ouverts sur la nature. Le birdwatching, la façon de partir dans la nature pour observer avec des jumelles, c'est un sport national. Le whale-watching, la façon d'aller voir les baleines ou autres, c'est devenu maintenant des sorties élémentaires aux États-Unis. Bon, en France, on y vient. En Europe, on y vient. On se retourne maintenant vers la nature. Il y a eu, on va dire, les 30 Glorieuses, au lendemain de la guerre, qui nous ont amenés à nous imposer sur la nature, sans mesurer les conséquences. Par exemple, quand il y a le remembrement, on se dit, ça y est, on va pouvoir passer avec des machines plus grandes et élargir la production. Quand on a fait les élevages en batterie, c'est au lendemain de la guerre, dans les années 50, 60, que ça démarre tout ça. On s'est dit, c'est formidable, on va pouvoir enfin avoir des œufs qui vont... On n'aura même pas à les nettoyer, qui vont tomber comme ça. Bon. Et puis, peu à peu, on s'est rendu compte de la folie furieuse et dans la maltraitance, et dans le côté économique du reste, et dans le côté sanitaire. Et aujourd'hui, on est en train de revisiter par bonheur tout ça, et je dois dire que la Suisse et l'Europe nous tirent vers le haut. Vous êtes des modèles. Sans l'Europe sur le thème de la condition animale, et bien souvent la Suisse, on ne pourrait pas dire, regardez ce qui se passe, et au moins, je parle de la France, on pourrait s'aligner sur ce qui se fait de bien dans les autres pays. Par exemple, les poules pondeuses, c'est une horreur. Le pire, du reste, dans l'élevage, ce sont les lapins. Ah oui. Les lapins, c'est scandaleux. Vous avez une douzaine ou une dizaine de lapins dans 1 mètre carré qui ont besoin de gratter, de terrier, d'isolement, et qui vont vivre sur du grillage. Ils vont vivre pendant 2 mois. Après, ils sont conduits à l'abattoir. Et 1/4 des lapins meurent avant les 2 mois de la condition animale. Comment peut-on poursuivre au XXIe siècle des exploitations de cette nature? C'est effrayant. Les poules en batterie, etc. On pourrait développer, je sais pas, sur les conséquences de l'élevage, sur la grippe aviaire, qui est un phénomène terrible, qui cette année s'impose de façon dramatique pour l'avifaune sauvage, c'est-à-dire les oiseaux. Vous avez eu 22 000 pélicans au Pérou, la réserve des 7 îles que la LPO gère en Bretagne, en France. On a eu la moitié des jeunes foulbassans qui sont morts. En Écosse, la grande colonie, il y a eu près de 150 000 oiseaux. Enfin bon, c'est une hécatombe et en fait, ce sont les élevages qui sont des véritables bouillons de culture qui favorisent l'épanouissement des virus. Et maintenant, c'est un aller-retour
dramatique, enfin surréaliste. La Suisse modèle, je les ai réagir. Mais sur l'animal domestique et le fait que justement, on a voté il n'y a pas longtemps sur l'agriculture intensive, enfin, les exploitations intensives, et justement, on voit que les Suisses sont beaucoup moins soucieux des bêtes et de la façon dont elles sont traitées que de leurs chats. Et ça, est-ce que ça vous pose pas un problème quand même, Valentine Piton? Probablement pas les Suisses en particulier. Je pense effectivement que l'être humain... pour revenir un peu sur tout ce qui est dit, c'est vrai qu'on est encore dans ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. Donc l'être humain se positionne au centre de tout et ensuite le reste n'a qu'à s'arranger en fonction de nos besoins, de nos idées, etc., de nos besoins affects, de nos besoins primaires, s'alimenter, etc., etc. Et donc, on a effectivement attribué à certains animaux le rôle de nous nourrir. Avec l'industrialisation de l'agriculture, de l'élevage en particulier, on a appliqué en fait à la production de viande et de produits animaux en général les mêmes préceptes que pour la construction de plastique, de voitures ou que sais-je, en oubliant qu'il s'agissait d'être vivants. Est-ce que les animaux de rente étaient mieux traités avant la période industrielle, l'industrialisation et l'accélération de l'après-guerre par rapport à maintenant? Je ne pense pas. Mais la quantité, le nombre, j'ai parlé des chiffres avant, fait qu'on a une masse d'animaux en agriculture, en production agricole. On parle d'unités gros bétail. Et donc, une unité gros bétail, c'est à peu près une vache. Elle correspond à peu près 250 poulets de chair. Et donc, effectivement, alors qu'on a des chats, des chiens qui sont là pour nous accompagner, pour maintenir un lien avec d'autres espèces, alors que ce lien se perd, parce qu'on vit de plus en plus dans les villes et on vit de plus en plus de façon artificielle. Le plastique ne fait pas partie de la nature. L'origine du plastique, c'est le pétrole, c'est la nature, mais sans la chimie, sans la chimie de synthèse. Revenons aux animaux domestiques. Sans la chimie... Non, ce n'est pas un problème philosophique, c'est un problème vraiment matériel et c'est une des grandes problématiques. Tous les polluants dits de synthèse n'existeraient pas si on n'avait pas inventé la chimie de synthèse au 19e, 20e siècle. La chimie de synthèse, c'est encore la nature. Et alors non, parce que, qu'est-ce qui différencie l'être humain des autres mammifères? Biologiquement, et il ne faut pas qu'on l'oublie, Darwin a été le premier à nous le rappeler. Il s'est heurté évidemment à tout l'héritage chrétien et autres, etc. Darwin disait, voilà, effectivement, on est un hominidé, c'est-à-dire un mammifère, c'est-à-dire un vertébré. Et puis si on remonte finalement toutes les formes de vivants sur la Terre, l'ADN primaire, en fait qu'on est tous reliés. Tout le vivant, même la bactérie, d'ailleurs on est composé de bactéries. Hein. Donc j'entends, une fois qu'on a compris ça, qu'on admet que ce n'est pas l'homme au centre du tout, mais que c'est le vivant, le biocentrisme au cœur de tout, et qu'ensuite on doit respecter ça, et ben après c'est là qu'on arrive à différencier ce qui est de l'être humain en tant qu'animal et ce qui est issu par contre de son imaginaire. Ok, mais le rapport qu'on a au chat est exactement l'inverse. Et ça, c'est ce qui donne naissance au monde artificiel. Mais non, jusqu'au numérique. Et l'impact du monde artificiel est la principale cause de destruction de la nature et des écosystèmes. Pour en revenir au lien avec l'animal, eh bien, au fur et à mesure qu'on s'est artificialisé de plus en plus en vivant dans les villes, on s'est éloigné de la nature, on a perdu l'habitude de vivre avec la nature, et puis on vit de façon de plus en plus individualiste, de plus en plus seul, et effectivement l'animal domestique, non seulement joue un rôle finalement affectif pour compenser cette solitude. Et en plus, souvent, il est le seul lien qui nous reste avec la nature. Pour les enfants, comment vous expliqueriez que dans Homère, qui est un texte qui a écrit 7 siècles avant Jésus-Christ, le seul être qui reconnaît Ulysse quand il finit son périple et qu'il arrive sur l'île d'Ithaque, c'est le chien Argos. C'était pas une ville, Ithaque, c'était une cabane avec 12 bergers. C'est l'anthropomorphisme à fond. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pour notre bon vouloir.
justement, Simone de Montmollin, puis ensuite Alain Bougrain-Dubois. Oui, mais on aimerait faire l'opposition entre ce qui serait bien, mal vu, de considérer comme n'étant pas un problème, par exemple, l'utilisation de l'animal pour se nourrir et toute l'industrialisation que vous avez citée et que vous décriez. Mais ne pensez-vous pas que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec la domestication pour notre confort, pour toutes sortes de bonnes raisons, hein, la nécessité d'avoir un compagnon, de pouvoir se déstresser, d'avoir un peu d'animalité à l'intérieur des foyers, c'est très bien tout cela, mais c'est une industrie également, et une industrie énorme business, extrêmement florissante. On ne peut pas les opposer les uns aux autres. Si on est dans cette logique, bien, c'est-à-dire qu'on revient beaucoup dans ce débat sur l'utilisation des animaux pour l'alimentation et toutes les dérives d'une industrialisation de l'élevage. On est d'accord sur ces points-là. On sait aussi qu'en Suisse, on est assez loin des réalités qu'on voit ailleurs dans le monde et qu'on est peut-être le seul pays qui a mis des règles extrêmement claires, notamment en matière d'effectifs, en matière de bien-être animal. Mais juste sur les chiffres, c'est intéressant parce qu'en Suisse, il y a 765%, c'est des chiffres de la RTS, 765 millions de francs qui sont dépensés chaque année pour la nourriture pour animaux, contre 110 millions pour les couches culottes, par exemple. Et c'est un phénomène assez récent, puisqu'on sait que parmi les propriétaires d'animaux domestiques, 62% ce sont les milléniaux. C'est les jeunes ménages qui sont nés donc, dans les années 2000. Cette proportion, elle diminue de moitié chez les baby-boomers, donc à peu près... C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'animaux domestiques chez les jeunes. On a cette tendance à avoir besoin de s'entourer d'animal, d'un doudou, pour toutes sortes de bonnes raisons qui ne m'appartient pas de juger et qui renvoient à ce que vous évoquiez de ce lien avec l'animal qui existe depuis des millénaires. Oui. Mais on ne peut pas opposer ou simplement critiquer le fait que nous l'avons fait pour des raisons pour se nourrir, et puis que par ailleurs, on pourrait ne pas s'en inquiéter si ces raisons sont tout autres, notamment... attendez, Alain Bougrain-Dubois, allez-y. Je partage ce point de vue. Il ne faut pas opposer l'animal alimentaire, on va dire, le mot n'est pas très joli, mais à l'animal plaisir. D'abord, l'animal plaisir, c'est-à-dire l'animal de compagnie, n'est pas simplement là pour notre plaisir. Il joue un rôle considérable, notamment pour les personnes isolées, mais pas que. On voit que la zoothérapie, l'usage de l'animal, et le plus souvent sont des animaux domestiques, ça va du cheval, mais en passant par le chien, le chat, etc., c'est considérable. On s'attarde un peu sur le chien. Rappelons quand même les chiens guides d'aveugles, tout le travail qui est réalisé par ces animaux, c'est pas simplement le loisir. C'est la proportion, c'est l'augmentation. Peu importe. Alors, il y a une chose qui me paraît intéressante dans notre débat, sont les véganes. Les véganes sont des jeunes, le plus souvent, qui ont entre 18 et 30 ans. Et quand on observe ce mouvement de la société, très important, dans le TGV qu'on a pris pour venir, il y avait un menu vegan. Voilà, c'est pas par hasard, c'est parce qu'ils sont en nombre. Et ces jeunes-là, ce ne sont pas les enfants ni de Brigitte Bardot, ni de la SPA, ni de je ne sais qui. Ce sont des jeunes qui, en ce début du XXIe siècle, se sont tout simplement interrogés sur leur relation au reste du vivant. Et ils ont considéré, de manière qui peut nous apparaître un peu extrême, qu'il fallait cohabiter dans la plus grande des puretés. C'est-à-dire qu'on ne touchait pas à l'animal, il y avait un respect à l'égard du vivant. Moi, ça me paraît passionnant. En termes politiques, il faut voir bouger la société et je pense que les jeunes vont nous guider vers un relationnel plus respectueux. Alors ça ne veut pas dire qu'on arrête la viande, ça ne veut pas dire tout ça, mais voyons bouger la société et elle nous indique l'avenir, incontestable. Mais il y a un paradoxe, et un paradoxe chez chacun, parce que moi je connais des véganes justement militants qui ont des chats, et les chats, comme les chiens, il faut les nourrir avec des bêtes. Oui, alors maintenant on commence à faire des menus végétariens, vous le savez. Pour les chats ? Pour les chats, pour les chiens, etc. Ah ouais, bien sûr. Qui vont aller plus dans la nature. Non, mais c'est pas ce que... parce qu'ils auront besoin de compenser. Pas forcément ce que je représente, mais vous savez, de toute cette conversation, qu'est-ce qui ressort avant tout ? Il faut chercher
et trouver un équilibre dans notre relationnel. Alors le curseur, il va du vegan à celui qui reste indifférent à l'animal. Et il faut, au milieu de tout ça, trouver un équilibre. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait des extrêmes d'amour, de respect, de passion à l'égard de l'animal. Ils nous guident. Ils nous éclairent. Après, on prend le chemin qu'on veut, mais c'est respectable. J'aurais aussi envie Alors, d'ajouter... un mot de la fin. Juste encore, On par ne rapport ferait pas mieux, justement, vient- de consacrer peut-être plus de Pardon. temps, d'argent, je ne sais pas moi, à adopter un petit Syrien, à parrainer un petit Syrien, que de dépenser tout cet argent dans... Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit par rapport à la recherche de l'équilibre et par rapport à la relation qu'on a avec les animaux, la science nous dit quelque chose aussi ces dernières années qui est venu compléter les grands naturalistes du 19e siècle. C'est en neurobiologie, on sait maintenant qu'au niveau des émotions et des ressentis, les animaux, et pas seulement les mammifères, ont des émotions, des ressentis analogues à ceux de l'être humain. Et dès le moment où on a intégré cette connaissance scientifique, on ne peut plus, éthiquement parlant, finalement, exploiter les animaux de la façon dont on le fait, qu'il s'agisse d'ailleurs d'animaux pour nous nourrir ou pour remplir un besoin affectif. Et c'est vrai qu'on doit avoir un positionnement vraiment respectueux de l'intégrité de ces animaux. Ce sera mon mot de la fin. Le mot de la fin. Et je suis navrée parce que le mot de la fin, c'est qu'il faut que je rende justement l'antenne. Donc vraiment, merci à toutes et tous. Et voilà, donc le point sur nos amis les bêtes s'achève. Merci infiniment à vous toutes de nous avoir et tous de nous avoir suivis ce soir. Mercredi prochain, nous évoquerons la situation dramatique en Iran, avec notamment l'écrivaine exilée en France, Shadort Jawan, et l'ancien ambassadeur de Suisse à Téhéran, c'est François Norman. Évidemment, Philippe Val aussi. Ce sera mercredi prochain à 20h dans La Point. En attendant, on vous souhaite une excellente soirée et une bonne semaine à toutes et tous.